Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la race des humains. En une époque lointaine où Azeroth ne comptait que le supercontinent de Kalindor, la race Vricule, ancienne créaton des titans vivant dans un ensemble de clans, prospérait dans les terres du Nord. Mais bientôt, elle fut victime d'une étrange maladie nommée la malédiction de la chair qui changea leur peau de fer en chair au fil du temps. Le clan Écorce Dragon ne fit pas exception à la règle, mais il contrebalança cette faiblesse en domptant des proto-dragons, faisant des compagnons de chasse progressivement ancrés dans leur culture, et c'est ainsi que ce clan demeura l'un des plus puissants au monde. Un couple Vricule et leur enfant mal formé durant l'exécution du premier décret du roi Émiron, tels qu'ils sont représentés dans le jeu World of Warcraft, voire sur Joliskine. Sous le règne du roi Émiron, suite à une victoire sur les Yargarl, les ancêtres des Furbolgs, la malédiction de la chair commença à se manifester avec des effets secondaires inattendus. En effet, bon nombre de femmes commencèrent à accoucher d'enfants chétifs, mal formés et surtout très petits, contrairement à leurs parents, ce qui commença à susciter leur peur et leur superstition au sein du clan, certains accusant même Imiron d'en être la cause. Mais ce dernier imaginait les choses autrement. En effet, à ses yeux, c'était un signe que les gardiens titans les avaient abandonnés à leur sort, et il était à l'origine de cette maladie. Ce dernier convainquit alors son peuple de renier les gardiens, d'unifier tous les Vricules sous la bannière des écorces dragons et instaura un premier décret ordonnant la mise à mort des enfants mal formés avec la malédiction de la chair. Si beaucoup s'étalèrent à la tâche sans broncher et obéir, certains ne pouvaient se résoudre à massacrer des innocents et leurs enfants, et c'est ainsi que certains couples choisirent de voyager vers le sud avec leurs enfants pour les confier à un clan perdu de Vricules vivant dans les clairières de Tirisfal pour en confier la garde. Beaucoup disparurent au cours de ce voyage, mais certains finirent arrivés à destination et confièrent leurs enfants à la population locale avant de faire demi-tour. Au fil des années, ces enfants et leurs descendants continuèrent de dégénérer pour finalement devenir des êtres mortels appelés humains. Plus tard, à la fin de la guerre des Anciens, eut lieu la grande fracture qui fragmenta Kalindor en 4 nouveaux continents et en une poignée d'archipels. De leur côté, ces jeunes races se retrouvaient désormais au nord des royaumes de l'Est et continuaient de se développer pendant des millénaires. Des groupes de chasseurs-cueilleurs faisaient leur apparition, tandis que certains commençaient à pratiquer des formes primitives de druidisme et de chamanisme. Mais malgré la présence des Trollamani tout au nord du continent et plus tard l'arrivée des hauts elfes, la plus grande menace de l'humanité s'avéra être elle-même. En effet, ces mêmes groupes continuèrent de se développer sous forme de tribus qui commençaient à se livrer des guerres constantes les unes contre les autres pour des questions de territoire et de suprématie, le jour où la nation d'Arator ainsi que sa capitale, la ville-État, est à Nostrum. C'est dans ce contexte que se développa la tribu des Arathi, un groupe vivant au nord-est des territoires humains et qui était réputé pour ses incertaines écartemouches contre les Amanites. Mais devant la multiplication des incursions trolls au sein des terres humaines, cette tribu était la seule à comprendre l'importance de s'unir contre les voisins au nord. Menés par le seigneur de guerre Thoradin, un maître tacticien et parfait stratège, les Arathi mirent à profit leur expérience en combat en se lançant dans une campagne visant à unir toute l'humanité sous la même bannière par la diplomatie et la force. Ce conflit dura 6 années au cours desquelles le seigneur de guerre se débarrassa de tous ses rivaux, que ce soit par mariage politique, en retournant ses ennemis les uns contre les autres ou en conquérant les tribus dans de rares cas. Mais à la surprise générale, Thoradin ne régnait pas en tyran et prospérait la paix et l'égalité à toutes ces tribus rivales dont les chefs s'étaient élevés au rang de généraux honorés. Ces actes de noblesse valurent d'acquérir la loyauté de tous ses adversaires et d'être couronné roi. Désormais à la tête d'un royaume qu'il baptisa Arator, Thoradin ordonna à ses meilleurs bâtisseurs de construire une puissante capitale nommée Strom, dans une région semi-aride au sud-est des clairières de Tirisfal, aujourd'hui connue sous le nom des Hautes-Terres d'Arathi. Les trolls des forêts étaient spécialisés dans des embuscades, et ces plaines représentaient une zone idéale entre les humains et les Amanites. Enfin, à la frontière de cette région fut bâti le mur de Thoradin pour limiter davantage les incursions trolls. La réputation de puissance de Strom devint telle que beaucoup de tribus humaines dispersées sur le continent affluèrent vers la cité afin d'y être sécurisées.
Constatant la multiplication des escarmouches à Mani comme il le craignait, Thoradine chargea deux de ses meilleurs généraux de surveiller les frontières. L'un, Ignaeus, ainsi que ses hommes, étaient originaires des montagnes d'Alterac et malgré leur réputation de sauvages, ils faisaient preuve d'une force et d'un courage admirables. Il menait de nombreuses expéditions au-delà des frontières d'Arator et massacra tous les trolls se mettant en travers de son chemin, ce qui lui valut plus tard le titre de troll mort en référence à la quantité de sang à Mani qu'il avait fait couler. Au contraire, Lordin et ses troupes étaient réputés pour leur organisation, leur finesse ainsi que leur apparence et leur esprit très chevaleresque qui contrastait avec la rusticité des montagnards d'Inus. Il patrouilla méticuleusement les frontières nord d'Arator et passa au fil de l'épée tous les trolls qui s'approchaient trop près du royaume. Mais les deux généraux commencèrent à rapporter des événements de plus en plus inquiétants au cœur de l'Empire Amani, quelle que soit la pratique de la magie vaudou, de plus en plus fréquente par les trolls, la présence d'êtres surnaturels ou bien la reprise des hostilités entre les trolls et les elfes. Mais malgré cela, Thoradine et ses généraux choisirent de ne pas s'engager dans une guerre ouverte contre les trolls et gardèrent le gros de leur force derrière les remparts, persuadés que depuis leur capitale ils pourraient repousser n'importe quelle offensive. Ainsi, les humains demeurèrent passifs pendant l'invasion des forêts de Keltas par la tribu Amani, qui mit les elfes dans une situation des plus critiques sans te douter que cette dernière usait de sa magie pour invoquer de puissants lois qui emplissaient les trolls d'une puissance surnaturelle. Mais le roi Thoradine revint sur ses décisions quand des émissaires envoyés par le roi Anastérion au soleil y racontèrent les événements du siège de Keltalas. Jusque-là réticent à l'idée de s'engager dans un conflit potentiellement mortel contre les trolls, il prit conscience que ces sujets n'auraient aucune chance seuls face à la puissance de l'Empire Amani. Il accepta alors d'offrir un soutien militaire en l'échange de l'envoi des sorciers aux elfes chargés de former 100 mages humains. Malgré sa méfiance, Anastérion accepta l'offre et s'empressa de dépêcher certains de ses magiciens pour transmettre le savoir arctanique, tandis que les humains construisaient un bastion dans les montagnes d'Alterac ainsi que quelques forts rudimentaires non loin des clairières de Tirisfal dans l'optique d'une future offensive contre les Amani. Durant cette période d'apprentissage, les hauts elfes remarquèrent quelque chose d'étonnant. En effet, bien que les étudiants manquaient de grâce et de subtilité dans les invocations, ils possédaient une affinité naturelle étonnante avec la magie. Une fois la formation terminée, 20 000 soldats furent formés et se rassemblèrent à Alterac et commencèrent leur marche vers la frontière sud de l'Empire Avani avec le roi Thoradine à leur tête, tandis que les deux généraux servaient d'avant-garde en massacrant les éclaireurs et en détruisant les avant-postes. Ils commencèrent alors à ravager le flanc sud de l'armée troll, tandis que les hauts elfes menaient en parallèle une offensive au nord attaquant les trolls sur deux fronts. Confiant malgré ce revers, le chef Amani ordonna alors à ses troupes de se tourner vers le sud pour écraser les humains avant de rediriger toutes ses troupes vers Keltalas. L'armée humaine choisit alors de se replier vers le bastion d'Alterac, tandis qu'en parallèle, Anastérion harcela l'arrière-garde Amani. Ce plan ne put être accompli que grâce au sacrifice de ses généraux et de ses 500 meilleurs guerriers qui retenèrent les trolls suffisamment longtemps pour permettre à Thoradine d'atteindre leur forteresse. Les mages humains déchaînèrent leur pouvoir sur les trolls Amani. Un matin brumeux, les Amanis s'abattirent sur les armées humaines qui, malgré leur infériorité numérique, se battaient avec une ténacité inattendue tandis que les hauts elfes ouvraient un second front au nord. Au bout de plusieurs jours de combat, quand les rangs ennemis étaient suffisamment éclaircis, Thoradine déploya les 100 mages humains qu'il avait formés. Mais au lieu d'attaquer individuellement, ces derniers racontèrent tous ensemble un puissant sortilège qui dessina une violente tempête de feu qui ravala les armées de la tribu et décima tout l'état-major. Démoralisés par la mort de leur chef, les survivants rompirent les rangs et battirent en retraite avant de se faire attaquer et massacrer par les armées humaines et hauts elfes. Pour les deux royaumes, cette victoire écrasante marqua le début d'une ère glorieuse. Durant les mois qui suivirent la fin du conflit, les rues de Storm et de Lune d'Argent étaient le théâtre de célébrations et en guise de reconnaissance, les hauts elfes jurèrent loyauté à Arator ainsi qu'aux descendants de Thoradine. Après la fin du règne de Thoradine, les nouvelles générations humaines firent croître la nation en taille et en pouvoir
En effet, les mages humains transmirent leur savoir à d'autres apprentis, faisant exploser le nombre de lanceurs de sorts en quelques décennies. Protégés des menaces naturelles par les mages, des humains se rendirent dans les terres frontalières d'Arator pour y fonder de nouvelles colonies. Certains migrèrent vers les montagnes d'Alterac et l'ancienne forteresse, tandis que d'autres s'accaparaient les terres fertiles des Civles de l'Est, jadis sous domination troll, ainsi que les clairières de Terrisfall où ils avaient bâti des forts rudimentaires pendant les guerres trolls. Ces constructions militaires furent par la suite reconverties en avant-postes commerciaux bourdonnant d'activité. Par ailleurs, les colons installés le plus au nord y bâtirent par la suite un bastion pour protéger les fermes avoisinantes des menaces comme les gnolls ou les kobolds et renommèrent la région Lordaeron en hommage au général Lordin qui en était originaire. D'autres s'installèrent au sud du lac Lordhammer et construirent l'avant-poste commercial de Dalaran qui devint rapidement un centre marchand de grande importance très influent qui attira des citoyens venus de tout le royaume en quête de fortune. L'un de ces voyageurs était un mage du nom d'Ardogan, qui devint si populaire qu'il fut élu dirigeant de la cité. Durant son mandat, il contribua à développer la ville pour en faire une cité-État de plus en plus autonome et commença à faire de Dalaran un refuge pour tous les mages d'Arator qui, malgré la protection qu'ils offraient, étaient considérés par les autres habitants avec de plus en plus de suspicion et de méfiance au fil des années. D'autres humains continuèrent leur exploration jusqu'aux régions côtières de la péninsule de Hygineas, où ils construirent plusieurs ports robustes et se lancèrent dans la pêche et le commerce avec les autres régions d'Arator. Les marins les plus téméraires s'aventurèrent dans les eaux autour de la péninsule et découvrirent une île au sud riche en minerais et autres ressources naturelles de valeur. Certains restèrent sur place et créèrent l'avant-poste maritime de Kultiras. Cette période de prospérité et d'expansion inquiéta cependant le pouvoir royal qui craignait de ces nouveaux avant-postes n'échappe à son contrôle. Mais malgré ses efforts, il ne put empêcher le développement de ces nouvelles cités qui gagnaient de plus en plus d'autonomie au fil des années, et c'est ainsi que le pouvoir de Strom commença à progressivement s'effriter. Après des siècles de développement, tous ces nouveaux petits avant-postes devinrent de grandes cités-États à part entière et Strom peinait à maintenir le contrôle de ces nouvelles villes. Le bastion insulaire de Kultiras, spécialisé dans le commerce et la navigation, possédait désormais la plus vaste flotte de navires humains de l'histoire, éclipsant par ailleurs celle de sa voisine au nord, Gilneas. Conscients qu'ils ne pourraient jamais les égaler dans ce domaine, ses habitants se concentrèrent sur leur potentiel commercial et leur armée terrestre qui devint l'une des plus puissantes d'Arator. Seul Altera, qui possédait la plupart des terres au nord, parvenait à l'égaliser et ces derniers organisaient souvent des expéditions ensemble visant à sécuriser les frontières d'Arator. C'est par ailleurs au cours de l'une d'entre elles, aux alentours de Casmodal, qu'ils firent la connaissance des nains et des gnomes. Les troupes expéditionnaires furent impressionnées par les merveilles technologiques de forges de fer et de Gnome Regan, et les humains se lièrent rapidement d'amitié avec les deux races. En particulier les nains avec qui ils partageaient leur amour pour les batailles, les histoires et l'alcool, et ils se lancèrent tous dans un commerce rigoureux, échangeant leurs connaissances sur les forges, les mines, l'ingénierie et la magie des arcanes. Mais bientôt, les habitants de Strom commencèrent à déserter la ville. En effet, de par sa situation géographique, la capitale ne disposait pas de ressources naturelles et son économie ne pouvait rivaliser avec les autres cités-États. Finalement, de nombreuses familles nobles quittèrent la capitale pour s'installer dans les terres fertiles du nord pour y fonder la cité-État de Lordaeron et ils investirent leur fortune dans l'achat d'immenses parcelles de terre dont certaines avaient été améliorées par les premiers colons. Par la suite, cette jeune cité devint la capitale spirituelle d'Arator en accueillant des prêtres humains. Ces derniers commencèrent à vénérer la lumière après les guerres trolls suite à des visions de formes géométriques qui pulsaient de lumière vivante, entité aujourd'hui connue sous le nom de Naru, que certains avaient reçue. Suite à ces événements, les humains apprirent à exploiter leurs effets guérisseurs de la lumière et fondirent un mouvement religieux basé sur les principes de la justice, la paix et l'altruisme. Ainsi, Lordaeron reçut la visite de nombreux malades ou personnes âgées en quête d'un remède contre les maux
et d'humains à la recherche de la sagesse et de l'éveil spirituel. Ainsi, Lordaeron parvint rapidement à étendre ses frontières et à se développer jusqu'à devenir un royaume à part entière. Enfin, peu après la fondation de Lordaeron, les derniers descendants vivants du roi Thoradin, menés par Faldir, un membre de cette prestigieuse lignée, prirent la mer vers le sud en quête d'un pays luxuriant où ils pourraient prendre un nouveau départ. Ils finirent par atteindre cette région tant recherchée et fondirent le royaume de Hurlevent. Nichée au sein des falaises et comprenant un port naturel, cette cité-État s'établit comme un pouvoir majeur de la région. Strom fut quant à elle laissée entre les mains de quelques familles dirigeantes, notamment les descendants d'Agnus Trollmore, bien trop entêtés pour abandonner l'ancienne capitale. Au fil des ans, ils rebâtirent l'infrastructure coulante de Strom et renommèrent la capitale Stromgarde, mais la cité ne retrouvera néanmoins jamais sa gloire passée. En fin de compte, le rêve de Thoradin d'un empire humain uni finit par s'effondrer, les dernières cités-États ayant émergé d'Arator devenant de plus en plus distantes et insulaires, uniquement soucieux de leur propre bien-être, tandis que des rivalités commençaient à émerger entre elles. Le lieu de départ des humains dans le jeu World of Warcraft commence à la forêt d'Elwyn. Ces sous-bois paisibles au sud de Hurlevent sont plus tranquilles que jamais depuis la chute de la confrérie des Fias, mais les habitants de la forêt d'Elwyn ont quand même fort à faire. Il leur faut travailler aux champs, dans les mines ou récolter du bois de construction. Néanmoins, Hurlevent s'effondrera en un rien de temps sans l'afflux constant de nourriture et de matériaux dont sa population a besoin. Ces échanges commerciaux sont de plus en plus menacés par des invasions de kobolds et les rivalités à couteau tiré entre fermiers et les attaques d'animaux sauvages existent également. L'abbaye de Comté du Nord demeure consacrée au recrutement et à la formation d'intrépides aventuriers désireux de contribuer à faire régner la paix sur ces terres. De leur côté, les orques roches-noires regroupent leurs forces dans les carmines voisines. La milice de Hurlevent manquant plus que jamais d'effectifs, ces orques renégats semblent déterminés à en finir avec leurs ennemis humains de toujours dans la forêt d'Elwyn. La capitale des humains est Hurlevent. Hurlevent est le parfait exemple de la détermination qui habite les humains. Détruite lors de l'invasion initiale de la Horde en Azeroth, elle fut partiellement reconstruite par la guilde des maçons à l'issue de la Deuxième Guerre. La ville fut à nouveau partiellement rasée par Eldemort lors de l'extension Cataclysme. L'aspect du dragon noir corrompu lança une attaque brutale sur Hurlevent durant cette extension. Mais grâce au travail sans relâche de ses habitants, les quartiers demeurés intacts sont plus beaux que jamais. Depuis l'éclatante cathédrale de la Lumière, véritable poumon spirituel du royaume, jusqu'à la resplendissante vallée des héros qui rend hommage au sacrifice des vaillants champions de Hurlevent, la fière cité illustre à merveille le cœur intrépide de l'humanité. Le dirigeant des humains est Anduin. Pendant toute sa jeunesse, Anduin a cherché à user de diplomatie et de tact pour éviter les conflits. Mais il a payé le prix fort de la liberté et de la paix pour mettre fin au massacre de ses alliés pendant la Quatrième Guerre. Il a également perdu son père lors de l'extension Légion.